Bonsoir à tous, je suis Pascal Fechner et je vous souhaite la bienvenue sur le Maybe Planet. Alors vous le savez, le rôle de notre média collaboratif, c'est de s'interroger, d'étudier et d'informer sur les sujets parascientifiques et ses transversalités afin de générer une réflexion et un questionnement pour percevoir la vie autrement. Alors comme d'habitude, si l'émission vous plaît, n'oubliez pas les petits pouces bleus, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux, et puis si vous voulez nous donner un petit coup de main financier, n'hésitez pas à aller sur notre page Tipeee pour regarder une petite page de pub, ce sera toujours utile. Alors ce soir, j'ai le plaisir de pouvoir discuter avec Fabrice Bonvin dans le cadre de la sortie chez JMG de son nouveau livre OVNI et Conscience 2. Fabrice, comment vas-tu ? Ben, ça va très bien, merci. Et toi, Pascal ? Moi, ça va bien et je t'admets que c'est toujours avec beaucoup de plaisir que j'apprends la sortie de tes ouvrages et ça depuis OVNI et Conscience. OVNI et Conscience qui avait été quand même, on le disait tout à l'heure, un sacré pavé dans la mare en 2015 quand même. Non, c'est clair, c'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui. L'idée, c'était d'amener de nouvelles choses sur la table en matière d'ufologie, de faire un peu bouger les lignes. Et quand je dis une nouvelle chose, c'est en particulier toute la dimension de la conscience qui a été, pour moi, trop longtemps négligée dans l'étude du phénomène OVNI. On s'est beaucoup concentré sur la matérialité du phénomène. Le phénomène est physique et matériel, bien sûr, mais il n'est pas que ça. Il y a toute une composante psychique qui a été négligée. L'idée, c'était de remettre ce sujet au centre avec une équipe pluridisciplinaire, une équipe d'experts. On a autant un philosophe qu'un physicien, qu'un ethnologue, qu'un psychologue que je suis, que d'ufologue et que de témoins, parce que s'il n'y a pas de témoins, il n'y a pas d'OVNI. Il n'y a pas de matière première, effectivement. Ouais, on rappelle, il y avait Philippe Guimand. Moi, je t'admets que voilà, je connaissais le travail de Philippe Guimand et de savoir qu'il allait s'interroger à la question des ovnis, ça m'avait passionné. Et puis, grâce à ce livre, j'ai découvert aussi Philippe Solal, qui écrit une partie merveilleuse, Romuald Le Terrier, que je connaissais déjà, mais qui écrit dans ce livre. Enfin voilà, ce livre, moi, je continue à dire, si vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas, c'est une valeur sûre et je pense que c'est un livre qui ne vieillira pas, tout simplement. Je pense que dans 10 ans, on le relira avec autant de plaisir. Un élément très important, il va d'autant plus pas vieillir qu'il y a une réédition qui est en préparation. Magnifique. Il va paraître au mois de juin ou au mois de septembre, sous le même titre, mais avec une édition qui est mise à jour et augmentée. Philippe Guimand a complètement revu sa contribution avec des nouveaux éléments, c'est quasiment un nouveau texte. On a également une nouvelle contribution de Jocelyn Morisson, journaliste scientifique que tu dois connaître. Oui, on a eu le plaisir de l'interviewer, effectivement. Une nouvelle contribution d'Éric Zurcher et des contributions remaniées, dont la mienne, avec une magnifique couverture qu'on a finalisée hier avec un ami que je salue au passage. Donc, non, je suis vraiment très dans l'attente de la sortie de cette nouvelle édition. C'est un scoop, là, effectivement, c'est un scoop. Donc, super, comme ça, j'aurai le 2015 et le 2021, effectivement. En plus, si c'est des textes remaniés, ça va être chouette. Bon, écoute, très bonne nouvelle. Alors, comme on le disait tout à l'heure, dans l'intervalle, tu as sorti toujours chez Jean-Michel, chez JMG, un livre que j'ai trouvé fort intéressant, très honnêtement, c'est La science de l'intuition. Et ce que j'ai trouvé passionnant dans ce livre, qui est un livre déjà opérationnel, c'est-à-dire on a déjà un petit peu les mécanismes d'OVNI et Conscience 2 qui se mettaient en place dans la science de l'intuition. Oui, la science de l'intuition, donc c'est un guide pratique qui propose d'accompagner le lecteur dans ces protocoles qui ont été développés par le Stanford Research Institute et utilisés par l'armée pendant plus de 20 ans, de vision à distance, c'est-à-dire qu'on va utiliser la conscience non locale, son intuition, pour pouvoir observer des choses autant dans le passé que dans le futur et à distance et de les décrire à travers un protocole où on travaille avec son subconscient et on fait redescendre l'information au niveau conscient. Donc c'est vraiment quelque chose qui est exceptionnel. Puis l'historique est merveilleux.
on entend parler d'Ingo Swann, d'Al Puthoff, Oui. qui est encore là aujourd'hui, hein, qui est encore présent, qui était dans To The Star Academy. Enfin voilà, c'est des gens qui travaillent là-dessus depuis des décennies. On s'y rend compte du projet Stargate. Et c'est vrai que, alors je sais pas si ça t'a fait la même chose, mais je suis un fan de la série Stranger Things. Et c'est vrai que la première fois que j'ai vu Stranger Things, j'ai dit, ah, mais c'est la science de l'intuition, quoi. Voilà, et ça se nourrit de ces concepts-là. Ouais, complètement. Alors, j'ai pas vu la série, mais j'ai lu le pitch. Par contre, j'ai vu Sense8. Est-ce que ça te parle? C'est fait Alors, par les. oui, j'ai vu un épisode, ce sont des gens qui se retrouvent en bilocalité, en fait. C'est ça qui se Voilà, qui sont retrouve. Ouais. interconnectés entre eux et qui peuvent ressentir ce que les autres Ouais, ressentent. On fait un petit peu ça en remote viewing, ouais. en particulier à l'étape 4, où on essaye de percevoir les émotions des gens qui se trouvent en contact avec la cible. Donc, c'est quelque chose qu'on fait. Donc là, il y a aussi un pont avec la vision à distance. Et ce que je voulais dire encore, c'est que en fait, en plus du livre, je propose des formations, en fait, des visions à Oui, distance. Alors, je le faisais en physique, mais le Covid est passé par là, ce qui m'a permis d'enregistrer la formation et de la proposer en ligne pour ceux qui sont intéressés. oui. Voilà, je la propose, en fait. C'est assez sympa à Ah ben, pratiquer. Puis, il y a des webinaires aussi qui sont proposés une fois par mois. Donc, j'accompagne aussi les gens en live parce que le contact c'est me manque. important. On va dire oui, c'est Oui, important. oui, oui. Oui, 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 bah c'est la base de tout, c'est vrai, effectivement. Donc ça, c'est intéressant. Tu nous donneras les liens pour qu'on puisse indiquer aux gens justement comment se renseigner pour Mhm. accéder à ces formations. Je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. Et puis effectivement, alors moi j'ai eu Jean-Michel il y a quelques semaines et qui m'a dit bah, justement le nouveau Fabrice Bonvin sort, OVNI et Conscience 2. Et là je dis waouh, ça c'est quand même un événement. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer une suite justement à ce livre extraordinaire? En fait, à l'origine, j'ai commencé à écrire le manuscrit sans me dire que j'allais l'appeler OVNI Conscience 2. C'est Ouais. qu'à la Mhm. fin du processus que j'ai trouvé le titre. Évidemment que je l'ai fait valider par les autres contributeurs. J'avais dit, voilà, bah, en fait, ça ferait sens de l'appeler OVNI et Conscience 2. Et pourquoi? Parce que dans OVNI et Conscience, on développe plein d'idées Mhm. qui mettent en relation justement les ovnis et la conscience. Et je me suis dit, eh bien, euh, pourquoi pas faire un livre qui va parler du protocole. Donc, on est encore une fois dans une démarche qui tend à amener les gens à pratiquer. C'est ce que j'ai fait avec mon livre, La science de l'intuition. Donc, je veux Ouais. que les gens se mettent à expérimenter la conscience non locale. Et Omniconscience 2, ça concerne les rencontres rapprochées du cinquième type. Donc, Alors on va peut-être expliquer quand même, voilà, parce ouais, je vais que peut-être il y a, expliquer ce que c'est. il y a à dire quand même, effectivement. Parce qu'il peut y avoir un peu de confusion. Mais en fait, l'idée, c'est d'utiliser la conscience non locale, donc cet état qu'on utilise en vision à distance et en remote viewing, mais pas qu'en remote viewing, pour se mettre en contact ou pour appeler ou dialoguer des consciences exogènes. Et c'est ce que fait notamment Stephen Greer aux États-Unis, mais on va y revenir. On va y C'est revenir, oui. non seulement pas le seul, et c'est pas le premier à l'avoir fait. Voilà. Et je me suis rendu compte que ça n'existait pas, que ces protocoles n'avaient jamais été expliqués en français. Ouais. Et je trouvais ça dingue. En fait, c'est comme pour la science de l'intuition, les protocoles des remote viewing n'avaient jamais été expliqués, mais vraiment en manière détaillée. Je me suis dit, bah, je veux que les gens expérimentent. Je veux une ufologie vivante, de terrain, pratique, revenir sur le terrain. Je ne sais pas si tu as connu les. Moi, je ne l'ai pas connu, j'étais trop jeune, mais les années. Mais toi aussi, je pense. Les années 70, les années 60, il y avait énormément d'enquêtes sur le terrain. C'est là où on a eu tous ces cas et ces enquêtes, etc. C'était vraiment une ufologie de terrain, une ufologie vivante. Et je trouve qu'on est en train de perdre ça. Certes, on a Internet, ça permet de dialoguer, d'échanger, de débattre, de s'insulter, de faire quand Aussi, même des. Aussi, surtout. surtout, mais de faire aussi avancer le débat heureusement, mais on n'est pas assez sur le terrain et je me suis dit, eh ben, tiens, l'idée, c'est de pouvoir présenter un protocole qui nous remet sur le terrain tous ensemble autour de valeurs fédératrices positives. Donc, j'ai écrit ce protocole. Alors, je n'ai pas copié le protocole de Stephen Greer, parce que c'est ce que certains peuvent me reprocher. Pas du tout, je les connais, ces protocoles de Stephen Greer. En fait, j'ai pris le meilleur de ce que j'ai moi-même expérimenté, parce que on va dire que je suis un témoin privilégié de VNI, bon, bah, c'est comme ça, et aussi de ce que font les autres. Alors, les autres, ce n'est pas que Stephen Greer, mais Sixto Paz fait aussi ces choses depuis une quarantaine d'années, voire plus, et puis d'autres aux États-Unis, en fait, qui sont moins connus que Stephen Greer.
Donc, en fait, j'ai pris un peu le meilleur de tout ça et j'en ai fait une compilation qui a donné ce protocole, qui est finalement un guide pratique pour, on va dire, se mettre en relation avec ce phénomène. Bah, comme tu disais, effectivement, enfin, t'as rien copié de Stephen Greer, et puis de toute façon, comme tu l'as dit, Stephen Greer n'a pas inventé grand-chose, puisque tu le rappelles dans ce livre, et c'est ce que je trouve très intéressant aussi, cet historique de ce qu'on appelle aujourd'hui RR5, mais qui est un phénomène qui est pratiqué, je dirais peut-être depuis la nuit des temps, c'est cette notion d'ECAS, pardon, d'expérience de conscience augmentée par le contact exogène. Voilà, c'est vraiment le cœur du livre en fait. Oui, c'est ça. Comme tu dis, ça fait peut-être depuis la nuit des temps, les chamans le font. Je me suis rendu plusieurs fois en Amérique du Sud, notamment en Colombie, en Équateur. J'ai pu interroger des chamans et puis eux, c'est tout à fait naturel, je dirais, d'être en connexion avec des intelligences qui se trouvent sur d'autres plans. Ils parlent de plans, de dimensions ou des intelligences extraterrestres, quelle que soit leur origine, parce que tout simplement, ces états de conscience non locales permettent ce dialogue, facilitent ce dialogue de par la propriété universelle et primaire de la conscience. En fait, je dirais, on comprend mieux ça au travers du prisme de la mécanique quantique. Okay, donc, on peut dire, oui. Ouais, c'est passionnant cette partie-là aussi, effectivement. Effectivement, ouais, ouais, ouais. Mais alors, juste avant justement d'attaquer la physique quantique, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est en fait ce parallèle entre la méditation, la prière et la RR5, parce qu'en fait, on se rend compte que tout n'est question d'étiquette, mais qu'on parle toujours du même phénomène et que les gens qui prient, ce qu'on appelle les saints, peut-être qu'en fait, c'est simplement des gens qui ont réussi à atteindre un certain niveau de conscience et d'accéder à un échange avec une conscience supérieure, en fait. Oui, je pense qu'il y a deux phénomènes qui participent à cela. Il y a d'abord l'intention, parce que quand on prie, on pose une intention. L'intention a un pouvoir extrêmement important. Je pense qu'on est tous co-créateurs de notre réalité. C'est ce que disent en tout cas les philosophes idéalistes. C'est vrai qu'actuellement, on est tous dans un cadre matérialiste, mais l'idéalisme qui a existé depuis des millénaires, en fait, nous enseigne qu'avant la matière, il y a la conscience. Et la conscience est à l'origine de tout. Et on le voit en physique quantique, le fait qu'une personne observe une particule va modifier l'état de la particule. Donc, en fait, le fait d'observer, le fait de porter un regard sur quelque chose modifie l'état de la matière. En fait. Tout est conscience au niveau fondamental du réel. Voilà. Donc l'intention, c'est quelque chose de très, très important. Et il faut faire attention à ce qu'on pense et à ce qu'on dit de manière générale. Attention à ce qu'on veut, oui. Ce qu'on veut parce que ça se crée dans la réalité. C'est un peu la loi de l'attraction. La loi de l'attraction a été un peu galvaudée par le New Age à des fins de marketing et de merchandising. Mais il y a du vrai là-dedans. Et en fait, tous les principes que tu retrouves dans les grandes traditions et dans les grandes religions sont basés en fait sur le pouvoir de l'intention. C'est très important. J'ai beaucoup aimé ton analogie avec le restaurant. Mais parce que si tu as faim, tu vas dans un restaurant et tu dis j'ai faim, mais qu'est-ce que vous voulez? Mais je sais pas, j'ai faim. On t'apporte peut-être un truc que tu vas pas aimer, mais en même temps, tu n'as rien demandé. Donc, il faut que tu n'as pas demandé ce que tu aimais. Donc, c'est compliqué. Ouais, c'est ça, dans les RR5, c'est vrai que certaines personnes pourraient avoir peur de pratiquer la RR5, disent on va se mettre en contact avec des consciences exogènes et ces consciences ont peut-être de mauvaises intentions. Oui, peut-être, mais encore une fois, à la base de tout, il y a l'intention. Et si on vibre, parce que tout est vibration également, si on vibre à un niveau sur des émotions qui sont positives, de bienveillance, de fraternité et d'amour, on va attirer de manière mécanique ces intelligences. Et je crois qu'il y a du vrai là-dedans, vraiment. Donc l'intention, c'est un des paramètres. Et le deuxième paramètre, en fait, c'est justement cette capacité à se mettre dans un état modifié de conscience ou augmenté de conscience. Et on le fait principalement en faisant taire le mental. Parce que le mental, il crée beaucoup de bruit. Il crée beaucoup de bruit sur cette conscience non locale, ou sur cet état intuitif, ou sur cette conscience extraneuronale. On peut lui donner toutes sortes de noms, finalement.
C'est très compliqué. Alors, ça se pratique par la méditation. C'est une des voies royales d'ailleurs vers la spiritualité, je l'explique dans le livre. Mais c'est de se mettre à l'écoute de soi, de son intérieur, parce qu'en fait, notre subconscient est déjà connecté à tout. Notre subconscient, c'est tout. Et il dialogue avec notre corps, le subconscient. C'est ce que j'explique dans le remote viewing. Le problème, c'est que notre conscient ne dialogue pas avec notre subconscient. Donc, on doit tout le temps passer par le corps. Donc, la méditation, elle nous enseigne ceci, elle nous enseigne aussi à écouter son corps. Et puis à être conscient du mental. Mais alors, oui, effectivement, je pense qu'avant d'aborder un protocole, alors je ne sais pas si on dit ECAS ou ESAS, comment on le prononce en fait? Je l'appelle SAC, mais on peut l'appeler comme SAC. Non, bah, SAC, c'est joli, effectivement. Comme tu le disais, le problème, c'est que on va attirer en fonction de l'état d'esprit dans lequel on est, on va attirer. Moi, j'ai l'impression qu'avant d'attaquer des SAC en groupe, il vaut mieux quand même être entraîné. Enfin, c'est comme faire un match de foot. Il vaut mieux quand même avoir un certain échauffement avant, quand même. Oui, je crois que c'est important. Je pense que les gens qui pratiquent régulièrement de la méditation auront déjà de la facilité à faire l'exercice parce que il ne faut pas se leurrer, c'est assez exigeant. La méditation va demander de pratiquer de manière régulière pour produire des effets. On sait qu'elle a plein d'effets positifs en termes de concentration, en termes de lutte contre le vieillissement cérébral, en termes de santé mentale de manière générale, de mémoire également. Mais c'est vrai que ça demande de la discipline, tout comme le remote viewing. Ouais. Mais c'est ce qui en fait la beauté finalement, parce que si on pouvait l'obtenir trop facilement, ce serait presque pas drôle. Donc il y a cet élément-là qui est important. Ouais, et enfin, comme tu le disais, moi, la méditation, moi, j'ai l'impression que si tu en fais pas un petit peu tous les jours, mais c'est comme tout, si tu ne t'entraînes pas régulièrement, ça sert à rien de faire des plages de 4 heures de méditation si tu en fais une fois par mois, quoi, presque. Il faudrait en faire 5-10 minutes tous les jours, c'est suffisant. Ouais. Plutôt que 4 heures en one shot, une fois par mois, ça sert juste à rien. Mais c'est comme tout, ça doit s'inscrire dans une hygiène de vie, tout simplement, avec des horaires. Alors, l'idée, c'est de se fixer un horaire tous les jours. Et pour que ça devienne une habitude, c'est comme se brosser les dents, finalement. Et puis voilà, mais ça porte des fruits exceptionnels après. Et la méditation va permettre de calmer le mental et puis d'être donc plus en connexion avec soi-même et avec l'univers, de manière générale. Voilà. Alors, c'est vrai que tu le rappelles aussi dans le livre, la respiration va avoir un rôle très important dans le processus quand même, au final. Enfin, peut-être même essentiel. Oui, la respiration, ça participe à poser son attention sur son corps. C'est une des techniques qu'on utilise en méditation de la pleine conscience, c'est-à-dire ne pas contrôler sa respiration, mais porter son attention sur la respiration. Donc, ça permet de fixer l'attention et l'intention de manière, si tu veux, à la méditation, tu vas toujours te focaliser sur un objet d'attention, c'est un des principes de base, et de manière justement à pouvoir mieux observer le mental et à le calmer. C'est un petit peu ça, ouais, effectivement. Alors, une fois qu'on se sent assez, on va dire, expérimenté en méditation, ce qui est intéressant dans l'SAC, c'est que c'est loin d'être un exercice individuel. Et en fait, c'est quelque chose qui se fait en groupe. Et c'est là où les ennuis commencent, j'ai presque envie de dire. Oui, c'est vrai. Bon, alors là, les rencontres rapprochées du 5e type, ouais, peuvent se faire individuellement, mais on part du principe que c'est comme pour la méditation. Je ne sais pas si tu connais ces expériences de méditation transcendantale. On dit que plus on a de gens qui méditent, et plus l'effet de la méditation sur l'environnement extérieur est élevé. Il y a un effet pour ça, je crois que c'est l'effet Maharishi. Je le prononce peut-être mal, mais ils ont fait des expériences, je crois que c'était dans les années 90, où un groupe de méditants se réunissait et ça permettait, avec certaines intentions, de faire baisser le taux de criminalité dans une ville, par exemple, ou le nombre de suicides. Et l'idée est de dire, c'est plus on est nombreux et plus l'effet est grand. En gros, c'est ça. Donc, c'est pour ça que les rencontres rapprochées du 5e type doivent
si possible, se faire à plusieurs, de manière à avoir un effet plus grand. Le problème, comme tu le dis, et c'est qu'il faut qu'on soit complètement cohérent au niveau de nos intentions. Si l'un, il fait une RR5 pour le fun, si l'autre, il le fait parce qu'il veut juste pouvoir filmer un phénomène ovni, l'autre, il le fait parce qu'il veut juste se rendre intéressant, ça ne va pas. Il faut que tout le monde s'accorde et soit complètement en harmonie sur l'intention. Ça, c'est une première chose. Puis après, il y a un effet de cohérence aussi au niveau, ou de cohésion, je veux dire plutôt cohésion émotionnelle. Là également, il faut être, je dirais, à l'unisson parce que ces intelligences vont être évidemment sensibles aux émotions qu'on leur adresse. Alors, c'est pour ça qu'il faut être très précautionneux sur le casting. Alors voilà, c'est la question que j'allais te poser. Comment Voilà, il suffit qu'il y ait une seule personne qui soit dans un sentiment de peur ou de crainte ou d'appréhension, ça peut faire capoter l'expérience. Donc, c'est très important de bien choisir les gens, et j'en parle un peu dans le livre. Les gens qui ont déjà eu un contact avec le phénomène sont comme des aimants avec ce phénomène. En fait, il y a un lien qui s'est établi. Ce lien est peut-être sous-jacent, il est peut-être endormi, mais le fait de faire le protocole va réactiver ce lien et donc va peut-être provoquer plus facilement une apparition d'un ennemi. Alors après, c'est vrai qu'il y a le risque aussi de voir des synchronicités partout, là où il n'y en a pas non plus. Enfin, c'est toujours un équilibre un peu difficile à trouver, malgré tout. Oui, tu dis une synchronicité dans quelle… C'est-à-dire que quelqu'un qui a vécu quelque chose va peut-être parfois interpréter des choses comme étant extraordinaires alors qu'elles sont assez banales, va avoir des synchronicités partout. C'est un peu le risque. Je ne sais pas si tu l'as déjà constaté dans des groupes, des gens qui deviennent un petit peu exaltés, quoi, en fait, tout simplement, quoi. Oui, on a toujours une part non négligeable de personnes qui veulent prendre leur désir pour des réalités. Ouais. On a toujours ce problème de la croyance, si tu veux. Moi, j'ai une approche qui est très rationnelle. C'est pour ça que je développe des livres avec des protocoles, souvent des protocoles qui ont été développés par des scientifiques et pas n'importe lesquels, sur des sujets, effectivement, qui sont très, très polémiques. Moi, je suis prêt à discuter de ça parce que je m'intéresse aux faits et je m'intéresse à la science. Donc, il faut toujours effectivement être très vigilant avec des interprétations complètement subjectives. Et au final, il n'y a que les faits qui comptent. Donc, oui, je pense peut-être à mon rôle aussi, si moi je mène un groupe de rencontres rapprochées du 5e type, de ramener les gens un petit peu sur Terre et ne pas s'emballer pour un oui ou pour un non, comme je peux le voir, parce que ça fait un moment que je suis la communauté aux États-Unis, c'est surtout aux États-Unis que ça se pratique, les rencontres rapprochées du 5e type. Oui, il y a beaucoup de gens qui s'emballent pour rien du tout, quoi. Ils voient un satellite, ils sont tout excités, c'est des Vénusiens qui arrivent ou je ne sais quoi. Je fais non, mais on a des outils pour pouvoir, je dirais, comment dire ça, identifier des satellites. Enfin, c'est vite fait de se tromper aussi, d'être l'objet de méprise, même quand on a l'habitude d'observer le ciel de manière fréquente. Hein. Moi-même, j'ai failli me faire avoir par la station internationale à plusieurs reprises. Voilà, mais bon, il n'y a pas plus tard que 3 jours, je crois que je t'ai envoyé la vidéo. J'étais en train de filmer un parapente quand il y a un bolide qui est passé. J'ai toujours pas d'explication sur l'origine de ce bolide et je cherche encore parce que c'est pas un oiseau, apparemment c'est pas un avion. Alors on a des outils, hein, on peut regarder Sky Radar, ça s'appelle comment, Flight Radar. J'ai vu qu'il n'y avait pas d'avion. Enfin, on a des outils maintenant pour commencer à faire des enquêtes très simples. Puis j'ai vu que tu en as fait aussi sur certains cas, je crois aux États-Unis ou au Mexique. Donc là, je n'ai pas d'explication à ces observations, mais je pense que le fait de déployer un protocole comme les rencontres rapprochées du 5e type ne doivent pas nous amener à faire l'économie d'avoir un esprit rationnel et même, je dirais, devrait nous inciter à avoir un esprit encore plus rationnel dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de ne pas nier les faits, mais d'enquêter le plus objectivement possible sur ce qui se passe. Oui, je t'admets que je suis tout à fait d'accord avec cette attitude et on le voit avec les vidéos qui sont en train de sortir aux États-Unis actuellement. Moi, je t'admets que je constate un emballement qui me paraît un petit peu déplacé et
c'est presque compliqué de dire, mais attendez, il y a peut-être une solution simple, on se fait tout de suite un petit peu ou spiller ou traiter de débunkers ou de zététiciens. Et c'est vrai que ça a été, enfin, non pas une surprise, mais en tout cas un élément, je trouve, rassurant, que dans ton livre, tu listes voilà, certains outils qui sont utilisables avec des smartphones et qui permettent justement de savoir si c'était un satellite, si c'était un avion, si c'était une étoile. Moi, je trouve ça plutôt bien d'abord d'aller chercher des explications naturelles pour après essayer de voir si on n'en a pas, si ça peut être autre chose. Et c'est important quand même. Ça démontre bien que la méthode, c'est d'avoir aussi les pieds sur terre malgré tout. Bah, je crois que bon, j'ai fait beaucoup d'enquêtes ufologiques parce que Ouais. ça fait une vingtaine, 25 ans que je suis là-dedans et j'ai pas mal bourlingué, un peu sur la terre entière, autant en Australie qu'en Amérique du Sud, qu'ici en Europe. Et ce qu'attendent avant tout les témoins, c'est qu'on leur donne une explication sur ce qu'ils ont observé. Et moi, je suis le premier à leur dire, ce que vous avez vu, c'est Vénus, mais sans faire du debunking, parce que je pense qu'il faut être honnête avec les gens. Je ne suis pas là pour les faire rêver. S'ils ont envie de rêver, ils regardent Star Wars. Moi, je suis là pour m'intéresser à comprendre en fait le phénomène, son origine, son fonctionnement et ses intentions. Voilà ce qui intéresse tout le monde finalement. Et c'est au travers des témoins qu'on apprend cela, parce que c'est vraiment la matière première, c'est le témoignage humain, finalement. C'est pour ça que le phénomène OVNI est, d'un point de vue scientifique, très fragile. Mais on n'a pas que le témoignage humain, on a aussi des traces physiques qui sont exploitables et qui sont intéressantes. Mais moi, je suis le premier à expliquer aux gens qu'effectivement, ce qu'ils ont vu, c'était un avion, c'était un satellite, etc. Et les gens ont le droit de se tromper. Je crois que 90% des notifications d'OVNI sont des méprises. Mais il y a Alors, une moitié de 5 à 10% de phénomènes qui est complètement irréductible et qu'on n'explique pas. ouais, ouais. C'est vrai que C'est vrai que pour avoir fait des enquêtes toi aussi, c'est vrai qu'il y a des fois le témoin qui te fait dire, ouais, mais là, quand même, il y a quelque chose de. Même si à l'écriture ou à la narration du cas, ça paraît pas exceptionnel, c'est le témoin qui va faire que le cas devient super intriguant ou super intéressant. Mais tu soulèves aussi dans ton livre une problématique, et ça me fait toujours penser à cette citation de Jacques Bergier qui dit que les ovnis sont des hallucinations collectives créées par les extraterrestres. Il y a toujours un peu ce problème-là. C'est vrai que tu soulèves l'incident de novembre 1990, où effectivement on sait qu'il y a une rentrée atmosphérique d'un satellite russe, mais enfin il y a des témoignages qui ne corroborent pas ça et qui vont à l'inverse de ce qui a été décrit. Et on peut se demander si parfois le phénomène joue pas justement avec des rentrées, avec des météorites ou des choses comme ça pour passer un petit peu plus inaperçu ou pour brouiller encore un peu plus la compréhension qu'on peut en avoir. Ouais, complètement. Je crois que le cas du 5 novembre, il est prototypique et très révélateur du fonctionnement du phénomène OVNI. C'est-à-dire qu'on a plusieurs brouillages qui interviennent. Éric Zurcher en parle, je crois que Jacques Vallée aussi. C'est-à-dire qu'on a un brouillage humain général qui est lié, je dirais, déjà à la désinformation des gouvernements sur la question, qui est lié peut-être à l'amateurisme de l'ufologie, enfin, qui est lié à plein de facteurs sociologiques, individuels, collectifs, humains, etc. Et puis après, on a un brouillage du phénomène lui-même qui fait tout pour être vu, en tout cas par certaines personnes qui sont prédisposées. C'est ma lecture des choses, parce que le phénomène n'apparaît pas fortuitement à n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Il répond à certaines logiques et c'est ces mécanismes qui m'intéressent. Et le deuxième élément, je l'ai oublié, j'ai perdu le fil, voilà. Mais je crois que le phénomène OVNI brouille énormément, voilà, j'y arrive au niveau de l'ostentation. Donc il y a cette ostentation, cette envie d'être observé, mais comme tu le sais, il y a cette élusivité qui avait beaucoup perturbé Émile Michel à l'époque, c'est-à-dire que le phénomène OVNI nous glisse toujours entre les doigts. Et Philippe Guimond a une bonne explication dans OVNI Conscience, dans le prochain qui va paraître, pour expliquer cette élusivité, c'est-à-dire qu'il s'insère dans notre espace-temps en ayant, si tu veux, avant son insertion, une vue panoramique sur le passé, le présent et le futur
que l'on vit nous-mêmes. Et il sait très bien qu'en s'insérant d'une manière ou d'une autre, il ne peut pas être vu ou il ne peut pas être attrapé. Donc, ça pose beaucoup de questions. Mais ça répond aussi à un certain nombre de questions parce que, en fait, dans OVNI, les agents du changement, donc c'est mon premier livre qui date déjà, je crois, de 2004, je me disais, mais ce phénomène a l'air complètement il est une sorte de… Ah, je ne trouve plus le mot en français. Omniscience, voilà. Il est une forme d'omniscience, c'est-à-dire qu'il a cette capacité à complètement contrôler l'environnement dans lequel il se déploie. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Et c'est pour ça que j'ai développé après, dans mon deuxième livre, Le secret des secrets, l'hypothèse de la matrice. Avant que tout le monde en parle, parce que l'hypothèse de la matrice est devenue à la mode, je dirais, il y a 4-5 ans, mais j'en ai parlé il y a 15 ans, voire plus, en me basant notamment sur l'hypothèse de Nick Bostrom, qui est un futurologue, qui est un des premiers à avoir développé cette hypothèse. Ce n'est pas moi qui l'ai développée, moi je l'ai exposée et je l'ai, si tu veux, appliquée au phénomène OVNI. Et je dis, ben tiens, l'hypothèse de la matrice pourrait expliquer l'omniscience du phénomène OVNI, c'est-à-dire qu'on vivrait dans une réalité virtuelle. Voilà. Oui. Une hypothèse voilà, qui se défend ou pas. Ah non, mais c'est super intéressant. Et justement, on va venir à la physique quantique, mais comme tu le disais et tu le soulèves aussi dans le livre, et j'ai trouvé ça très intéressant, le phénomène ne se montre pas à n'importe qui, et il y a quand même une partie de la population qui semble assez impactée par ces contacts-là, ce sont les enfants. C'est vrai qu'on entend, enfin, il y a beaucoup de récits d'enfants qui disent avoir vu des choses. Alors, on les écoute pas toujours parce que comme c'est des enfants, on peut dire ils ont rêvé, ils ont fait un cauchemar, ils ont des amis imaginaires, mais les enfants semblent quand même très impactés par le phénomène OVNI. C'est des observations qui avaient déjà été faites dans les années 60 par John Keel, le fameux enquêteur du Mossman, pour ceux qui connaissent. Le Batman, oui. Ouais, voilà. Voilà, exactement, une cas mythique, ouais. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il a fait ses enquêtes en 66-67 en Virginie. Hein. Il y avait ces vagues de cryptozoologie et puis également de Mini, de Men in Black. Enfin, il y avait la totale. Hein. John Keel, oui, il a tout exploré, effectivement. Ouais. C'est un auteur que j'aime beaucoup, tout comme Jacques Vallée, parce qu'il crée des ponts entre les différentes disciplines, entre les différents domaines, entre les différentes théories. Ils ouvrent des perspectives. Et voilà, ils ne sont pas figés dans un dogme ou dans une croyance. Voilà, ils créent des passerelles et je trouve très stimulant intellectuellement. Et puis, c'est aussi des hommes de terrain. Donc j'apprécie beaucoup John Keel. Donc, lui, ce qu'il disait, c'est qu'effectivement, il disait que le phénomène OVNI avait un intérêt peu recommandable envers les enfants. Alors, moi, je nuancerais ces propos. Alors, oui, il y a un lien entre les enfants et les OVNI, mais en fait, ce n'est pas un lien peu recommandable. C'est tout simplement que les enfants ont un fonctionnement psychologique qui est très différent du nôtre. Il a été prouvé, je dirais, avec les neurosciences, que déjà, ils ne sont pas dans un état, je dirais, de conscience normale la plupart du temps. Ils sont tout le temps dans un état altéré de conscience. Ouais. Ils sont presque en méditation permanente. Effectivement, eux, l'état méditatif, ils l'atteignent en 2-2, quoi, c'est clair. Donc, ils sont dans un état de conscience augmenté tout le temps, l'équipe. Donc, c'est super pratique pour les rencontres approchées du 5e type. Tu vas me dire, on devrait presque prendre des enfants avec nous, faire ces protocoles. Et tu rigoles, mais il y a effectivement des parascientifiques des siècles derniers qui prenaient des enfants justement pour les utiliser comme médium, et apparemment ça marchait plutôt bien, quoi. Donc, et on peut parler de tous ces enfants qui ont vu ce qu'on indique comme la Vierge, hein, que ce soit Fatima, Bernadette Soubirous, ce sont des enfants, des adolescents, alors qu'ils vont décrire la Vierge, mais est-ce qu'ils voient vraiment la Vierge, ou est-ce que culturellement on leur dit si tu as vu quelque chose de paranormal, c'est obligatoirement la Vierge, quoi, alors que c'est peut-être… Et moi, il y a un cas avec des enfants, c'est peut-être mon cas préféré, c'est le cas d'Ariel School, où on a tous ces enfants qui vont voir un engin atterrir à peu près dans la cour de l'école, et certains vont se prendre des flashs télépathiques, pas très sympathiques quand même non plus, quoi. En tout cas, qui vont les marquer toute leur vie. Ouais, ce cas est franchement pour moi l'un des meilleurs cas ufologiques qui n'ait jamais existé. En plus, enquêté par John Mack. Enfin, c'est pas n'importe qui. Un cas, on a une 60aine d'enfants qui reçoivent des messages télépathiques liés à l'écologie. On est vraiment, enfin, pour moi, c'est
j'en parle dans les agents du changement, hein, dans mon premier livre. Vraiment, là, on est au cœur du sujet, sur le phénomène OVNI comme agent du changement, comme phénomène OVNI, comme, si tu veux, comme moyen de communication pour nous sensibiliser à l'urgence planétaire, parce que je le dis tout le temps, mais il y a deux choses qui nous permettent de mieux comprendre le phénomène OVNI. C'est le nucléaire, parce que c'est l'écologie de manière générale, parce que c'est complètement relié, et je vois que ce sujet est de plus en plus repris en ufologie et discuté, plus en plus de livres sortent là-dessus, parce que c'est la clé, je suis bien content. Et puis, aussi la conscience, mais la conscience, c'est un autre mystère. C'est un mystère qui explique un mystère. Alors, tu vas me dire, on n'avance pas, mais vraiment, la conscience, c'est très important, et on le voit dans le cas d'Ariel School, parce qu'on a des enfants qui ne sont pas encore conditionnés. Et c'est le deuxième élément, parce que je te parlais du premier élément, c'est le fait qu'ils sont dans un état psychologique où ils sont toujours en train un peu de planer, les gamins. Mais le deuxième élément, c'est qu'ils n'ont pas toutes ces croyances limitantes, tous ces conditionnements qui font qu'on n'a pas accès à ces réalités parce qu'on nous dit qu'on va à l'école, que ça n'existe pas, que si, que ça, qu'il faut penser. On est formaté. On est dans une société où on est complètement formaté. Les enfants, en tout cas à cet âge-là, ne sont pas complètement formatés. Ils commençaient à l'être. Je crois qu'ils avaient 10-11 ans, hein, ces enfants à peu près. Oui, il y avait un peu tous les âges jusqu'au pré-ado, voilà, pas plus. Hein. Et ce que je trouve vraiment complètement passionnant dans ce cas, c'est qu'ils ont été suivis, donc sur une étude longitudinale. Maintenant, ces enfants qui avaient 10 ans à l'époque en ont 30. Et parce que ce cas, je crois qu'il est de 97. 94, je crois, oui. 94, c'est juste 94, donc ils ont 25 ans, quelque chose comme ça, 35. Et ils restent encore complètement marqués par ce qu'ils ont vu. Moi, je trouve très touchant. Ouais, chaque fois que je vois ces témoignages, c'est là que je mesure l'impact du phénomène OVNI. J'ai dit, le phénomène OVNI, on ne peut pas uniquement le voir à l'aune du matériel et de la trace physique. Quand on écoute ces témoignages, pour moi, on est au cœur du sujet. On dit vraiment les OVNI comme agents du changement, les OVNI qui ont un impact sur les gens. Et certains ont complètement changé leur vie. Ils sont devenus, tu vois, plus écolos, ont changé de métier, ont embrassé d'autres valeurs plus positives pour nous autres êtres humains et pour la planète. Donc, c'est fantastique. Ça, c'est un point quand même qu'il faut soulever parce que le problème, on va être clair, dans notre monde matérialiste et donc dans notre monde commercial, c'est pas hyper bankable quand même, parce que, comme tu le disais, les gens changent, ils vont être moins attirés par la consommation à tout prix, ils vont pas vouloir changer de voiture tous les 2 ans. C'est vrai que pour le marché, c'est quand même pas terrible, quoi. On va dire que ça peut poser un problème économique quand même. Ouais, on peut dire ça, mais après, le capitalisme a cette capacité à s'adapter. Dès qu'il est en danger, on va dire en danger de mort, il est capable de s'adapter. On le voit avec les énergies vertes, par exemple. On voit qu'on arrive au fin d'un cycle au niveau du pétrole et des combustibles. Et on arrive sur maintenant, comme tu le sais, l'hydrogène. Mais on reste quand même dans un modèle d'exploitation des ressources. À moins d'être complètement performant sur les énergies qui sont complètement vertes, qui sont complètement clean. Tu sais, je pense au solaire. Et encore, le solaire pollue quand même, parce qu'il faut créer des panneaux solaires ou les éoliennes, etc. Mais le capitalisme a cette capacité de prédation, le terme, il est peut-être un petit peu fort, mais de pouvoir se réinventer. Il a cette plasticité, cette agilité pour se réinventer et de saisir en fait tout ce qui est dans l'air du temps pour le rendre commercial ou bankable. Donc on ne va pas s'en sortir. Bon, moi je ne suis pas un anticapitaliste, on s'entend bien parce que je pense que c'est le moins pire des systèmes. Je pense qu'il y a pire, mais puis on a connu pire. D'ailleurs, je ne sais pas besoin de nommer les autres systèmes. Oui, voilà, dès que c'est trop dogmatique dans tous les sens du terme, c'est problématique. Hein. Le capitalisme a plein de vertus, mais c'est vrai que ce système-là qui pousse à la croissance et à la consommation, au consumérisme sur une planète finie, pose un gros problème. Définitivement. Donc, soit on fait une grosse révolution sur les énergies vertes, mais le problème, c'est que moi, personnellement, j'y crois pas trop. Soit on va vers de la décroissance, et la décroissance, personne n'en veut non plus. Alors, mais tu soulevais un point quand même important tout à l'heure, parce que malgré tout, parce qu'il y a des gens qui disent, mais si on était surveillé,
ou autres, pourquoi ils ne viennent pas nous aider? Pourquoi dans le cadre de la Covid, ils ne nous donnent pas un vaccin? Pourquoi bon, enfin, il y a quand même, tu le disais tout à l'heure, ce lien avec le nucléaire, qui est quand même là depuis le début du nucléaire. Et on sent quand même que c'est la menace ultime et que si vraiment ça devait déraper, il y aurait peut-être une intervention exogène. Moi, je pense que c'est un des cas où il pourrait quelque part casser le pacte et intervenir. Bah, ils sont déjà intervenus, Mm. on le sait, sur des ogives, et c'est documenté de manière officielle hein, par des archives. On a les témoignages des gens qui étaient aux commandes. Je pense à Robert Salas, par exemple. Socialement, ouais. Mm. J'ai pu passer beaucoup de temps avec lui quand il est venu à Paris. Donc effectivement, on sait qu'ils n'aiment pas trop le nucléaire, on sait qu'ils sont intervenus sur des ogives militaires. Les missiles intercontinentaux, ce n'était pas n'importe quoi non plus. On sait qu'ils ont surveillé tous les sites de production également, les sites de stockage. On sait qu'à Tchernobyl, il y a eu aussi des interventions pour diminuer le taux de radioactivité. Donc, clairement, on est sous surveillance. Et le message, il ne peut pas être plus clair. On connaît le cas de Nimitz. Je rappelle que Nimitz est propulsé à l'énergie nucléaire. Le sous-marin qui accompagne le Nimitz, c'est aussi à énergie nucléaire. Donc, dès qu'il y a de l'atome, il y a des ovnis. Ouais. Ici, à Genève, on n'est pas loin du CERN. Oui. Il y a beaucoup d'observations aussi à Genève et proche du CERN. On a des témoignages de triangles, on a des témoignages de boules lumineuses. Enfin, voilà. Donc le phénomène, je pense, je te rejoins, est prêt à intervenir, je crois, en cas de grosse catastrophe. Je pense qu'il nous traite un peu comme toi et moi. Je ne sais pas si tu es papa, mais tu as un enfant, tu as aussi envie que ton enfant il devienne indépendant et qu'il mesure par lui-même le risque et qu'il fasse ses expériences. Comment est-ce que tu veux qu'il grandisse s'il ne fait pas ses expériences, si tu es toujours derrière à lui assurer sa sécurité? Donc, je pense que le phénomène nous laisse faire des conneries. On en fait beaucoup, bien sûr. Mais qu'en cas de grosse catastrophe, il est quand même prêt à intervenir pour éviter la catastrophe. Je ne sais pas si je suis clair. La même chose avec un enfant. Non, mais S'il effectivement, apprenne à faire du vélo, tu dois le laisser au bout d'un moment prendre un peu de risque. Il était quand même derrière. Si tu vois un camion qui arrive, bon, peut-être que là, tu vas intervenir avant qu'il se fasse écraser. Faut accepter qu'il s'écorche les genoux, mais en même temps, voilà, pas passer sous une bagnole non plus, quoi. Tout est dans la mesure, effectivement. Mais là, comme tu dis, on est dans une démarche passive, et encore une fois, ce qui est intéressant dans l'RR5, c'est que là, c'est nous qui prenons les devants et nous qui disons, bon, bah, allez, discutons ensemble. Prenons les devants et discutons ensemble. C'est quand même une démarche tout à fait différente. Et je pense que c'est pas pour rien que tu as ouvert le livre justement en parlant de physique quantique, qui quelque part vraiment, à mon sens, hein, recable complètement notre cerveau et notre vision de la réalité quand même. Mm-hmm. Alors, ouais, la mécanique quantique, je vais y arriver, qu'est-ce que c'est? C'est la science qui étudie le comportement des particules, donc de l'infiniment petit. Et il faut savoir qu'on a, en gros, dans notre réalité, deux mondes. On a le monde de la mécanique quantique, c'est-à-dire des électrons, des quarks, des protons, etc. Et on a le monde que l'on vit actuellement, qui est régi par d'autres lois, qui sont les lois de la relativité générale. Voilà. Et le problème, c'est que ces deux mondes ne se parlent pas entre eux, non seulement en termes de phénomènes et de mécanismes, mais aussi de formalisme au niveau des équations. Et c'est justement parce qu'on parlait du CERN, c'est ce qu'ils essayent de faire au CERN, les physiciens, c'est de trouver une théorie du tout qui permette d'englober et de mettre ensemble ces deux théories pour qu'elles communiquent entre elles et qu'on ait une compréhension du monde qui soit unifiée et globale, ce qu'on n'a pas. C'est pour ça qu'ils sont à la recherche de cette particule qui soit la plus élémentaire possible. Et ce qui est marrant dans la mécanique quantique, c'est que les corpuscules, les particules, ont des comportements complètement bizarres. Okay, c'est-à-dire, je vais te donner un exemple, elles sont tout le temps interconnectées. C'est-à-dire, si tu prends deux particules indépendantes, que tu les mets ensemble à un moment et que tu les sépares, ben, une fois que tu les as mises ensemble, elles seront toujours interconnectées, quelle que soit la distance. C'est-à-dire que si j'agis sur une particule, l'autre va instantanément réagir au-delà de l'espace et du temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes tous, en fait, le monde ou l'univers entier est interconnecté. Et ça, c'est intéressant non seulement pour la vision à distance,
mais aussi pour les rencontres rapprochées du cinquième type. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de distance. C'est ça l'idée. Là, ça casse vraiment l'ufologie traditionnelle, puisque là, on Les oublie. Ils ne prennent pas leur vaisseau et puis ils traversent l'univers, ils viennent nous voir. Peut-être qu'il y a certains qui le font, je ne sais pas, mais c'est un peu long quand même. Même à la vitesse de la lumière. Non, ça va au-delà de la vitesse de la lumière, ça va à la vitesse de la pensée, parce que tout est conscience, en fait. La conscience nourrit tout et relie tout. Donc ça, c'est un des principes de la physique quantique. Après, il y a un autre principe, et je l'ai un petit peu dit avant, c'est le fait d'observer une particule va déterminer son état, parce que toutes les particules sont dans des états superposés, c'est-à-dire dans des états indéterminés, qui se mesurent en termes de probabilité, et le fait d'observer un corpuscule va obliger le corpuscule à décider de son état, en disant soit je suis particule, soit je suis onde. Et ça, on l'a vu avec les expériences de Frank de Jung. Et je rappelle que la physique quantique a 100 ans. Enfin, c'est pas un truc qui vient d'être découvert. Hein. On parle d'Einstein, on parle de Bohr, on parle d'Eisenberg. C'est la toute petite, là, la physique quantique. On est encore au berceau avec la physique quantique et on se rend compte que les gens ont encore beaucoup de mal à comprendre qu'effectivement, l'information ne prend forme que quand on la regarde. Pour beaucoup de gens, c'est quelque chose d'un peu inepte quand même. Bah ouais, mais on crée notre réalité au final. Ouais, c'est un petit peu ça. C'est vraiment ça, quoi. Mais c'est vrai que quand on parle d'intriquation quantique, pardon, on en revient encore au nucléaire, quoi, parce qu'avec le nucléaire, on joue quand même avec les atomes. Peut-être qu'on perturbe aussi des choses à un niveau de l'univers ou autre. Hein, on ne sait pas, c'est sûr. Hein. Mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire que en fait, les distances ne comptent pas. Et on pourrait même se demander quelque part si les ovnis ne sont pas des espèces de ping, des espèces d'envoi de particules pour pouvoir prendre contact et justement créer un contact, tu vois, des espèces de vaisseaux, de signaux vaisseaux, pour qu'après on puisse, par intriquation quantique, rentrer en relation avec des civilisations qui sont à des années-lumière de nous. Bon, après on peut tout imaginer, effectivement. C'est ce que j'allais dire, on peut tout imaginer, mais ce qu'on constate, c'est que le phénomène OVNI s'adapte non seulement aux témoins individuellement, mais aussi au collectif. Ouais. Et s'adapte à nos niveaux d'avancée, de conception technologique et aussi à la culture dans laquelle il s'insère. Et ça, tu le vois très bien parce que d'abord, tu as des vagues d'OVNI qui commencent de manière brutale sur une période et qui s'arrêtent de manière brutale. La vague belge, c'est un bon exemple. La vague de 1954 en France, c'est un bon exemple. Tu as aussi un phénomène qui change de forme et d'apparence continuellement en fonction de nos propres représentations. Okay, et maintenant, on est dans une phase avec ce phénomène qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on a quasiment plus d'atterrissage, on a quasiment plus de rencontres rapprochées du troisième type, tu sais, comme on avait à Valensole, par exemple. Mais aujourd'hui, oui, c'est très rare, quoi. Enfin, en tout cas, ça remonte pas, quoi. Bah non. Et ça, au moment où tout le monde se balade avec un smartphone. C'est quand même balèze, le phénomène. Il a une connaissance intime de notre réalité et de notre fonctionnement individuellement et collectivement. Ah, je me suis dit, tiens, la lumière s'est éteinte. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un couvre-feu. C'est un signal. On t'a dit oui. Oui, tu es dans le réseau, effectivement. Ouais, c'est peut-être le phénomène, on va savoir, c'est les Men in Black. Donc, ouais, tout ça est très intéressant. Et puis, comme le dit Jacques Vallée, le phénomène OVNI, c'est une bonne opportunité pour faire de la science, pour s'intéresser à notre réel, pour se poser des bonnes questions, pour sortir de nos zones de confort. Et c'est pour ça que le phénomène OVNI fait peur aux scientifiques. C'est-à-dire qu'on est quand même en face d'un phénomène qui est matériel et immatériel en même temps, qui est capable de faire des accélérations, de produire des accélérations foudroyantes sans produire de boom supersonique, de manipuler la matière à des niveaux, enfin voilà, c'est vraiment un phénomène très perturbant. Enfin, pour eux.
Bah pour eux, oui. Enfin, justement, quand on voit, hier est passé un reportage aux États-Unis dans 60 Minutes. Avi Loeb était, Ouais. non, il n'était pas dans le 60 Minutes. Enfin, il était dans un reportage du matin où il a indiqué quand même que le simple fait d'émettre l'hypothèse d'une voile stellaire avec Oumuamua lui a valu quand même plus que des critiques, et on voit un passage où il est en réunion où il se fait carrément toncer par une autre scientifique qui lui dit mais c'est vraiment n'importe quoi ce que tu fais, quoi. Enfin, c'est quand même assez violent alors que c'est simplement une hypothèse. Non, mais ça me fait penser à l'Inquisition, il n'y a pas d'autre terme, Un peu, quoi. Je me un dis, mais peu. c'est pas possible, on est en 2021, quoi. Et je crois, bon, je l'ai survolé cette interview aujourd'hui à midi, et je crois qu'il parle de l'archéologie, il fait le lien avec Bah oui, l'archéologie. Il dit, mais bon, c'est très malin ce qu'il dit. C'est très malin, effectivement. mais c'est quelqu'un d'absolument brillant. Je l'ai suivi chez Tom Rogan, je ne sais pas si Mm. tu connais, et je l'ai Oui, oui. trouvé d'une humilité et d'une vivacité d'esprit, d'une intelligence vraiment qui force le respect. Vraiment quelqu'un humainement aussi de très, très touchant et très, très sympathique. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Donc oui, mais il a raison, et on a encore, je veux dire, s'il avait tenu ce discours au XVIIe siècle, enfin, si les sceptiques auraient tenu, j'aurais pu comprendre, mais là, on est quand même à un stade où on est à 4200 exoplanètes, je crois, 4500 exoplanètes confirmées. On sait qu'en fait, des planètes, il y en a cosmos. Donc, en fait, on sait. Faut se poser des questions, quoi. Voilà. Faut Non, mais au commencer bout à se d'un poser moment, des ça questions. suffit, quoi. Je crois qu'il n'y a plus d'excuses. Au bout d'un moment, c'est du dogmatisme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces scientifiques nous accusent le monde ufologique d'être dans la croyance. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le sont, mais pas tous. Mais de l'autre, ce sont les premiers à l'être. Parce que c'est une forme de croyance, leur dogmatisme. C'est-à-dire qu'ils sont convaincus que le phénomène ovni ne peut pas venir à nous. Et j'ai eu quelques échanges avec Michel Mayor, je ne sais pas si son nom te parle, Bien mais sûr. c'est Bah, prix Nobel. oui, Il oui, a oui, voilà. découvert la première Découvreur exoplanète. de. Il se Enfin, trouve que, il se trouve qu'il co-découvreur, oui, habite effectivement. Genève. Il se trouve qu'il habite Genève. Et puis, j'étais invité par Alexandre Astier à son spectacle. Il a fait un spectacle sur la vie extraterrestre. Et puis, je me retrouve assis à côté de lui. Sympa. Exoconférence à côté de Mayer, c'est pas mal, quoi. Et je lui ai dit, mais écoutez, monsieur Mayor, parce qu'à plusieurs reprises, il s'est aussi prononcé sur le phénomène ovni, mais en des termes très virulents, alors qu'il ne connaît absolument rien au dossier. En fait, c'est que de la croyance, c'est que du dogmatisme, mais parce qu'il est prix Nobel et parce qu'il a découvert la première exoplanète, eh ben, il se croit autorisé à parler d'un sujet qu'il ne connaît pas. Moi, je ne vais pas parler d'astronomie, je ne suis pas qualifié pour le faire. Lui, il pensait être qualifié pour parler sur le phénomène ovni alors qu'il ne connaît rien du phénomène ovni. C'est pour ça que je lui ai dit, écoutez, moi, ce phénomène, je l'ai observé à plusieurs reprises, ça fait 20 ans que j'enquête là-dessus. Renseignez-vous, au moins ayez la délicatesse et l'intelligence de vous renseigner avant de vous exprimer sur ce phénomène, parce que vous êtes écouté, vous êtes une personne publique et vous avez une responsabilité. Tu sais, c'est un peu comme Spider-Man. De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Moi, Fabrice Morin, personne ne m'écoute. Et je suis OK avec ça, je n'ai pas de problème, je n'ai pas de prétention, je n'ai pas d'enjeu. Mais lui, il devrait être un tout petit peu plus attentif à ce qu'il dit, je pense. Mais attention, je ne fais pas un procès à lui en particulier. Non, Je dis non, juste on est que d'accord. c'est une illustration de ce qu'on vit et ce qu'on subit en ufologie. Bah, surtout qu'encore une fois, avant qu'il co-découvre une exoplanète en 1994, bah, la simple notion qu'une planète tourne autour d'une étoile est une hérésie et on rigole au nez. Donc je me rappelle, j'avais lu un article, quand ils ont commencé à penser qu'il y avait une planète qui tournait autour de l'étoile qui regardait, ils s'y sont pris quand même très prudemment parce qu'ils avaient peur de se prendre les foudres du monde scientifique, puisque ça n'avait jamais été observé. Donc voilà, on est dans le même. Et c'est vrai qu'on peut attendre de ces personnes-là qui ont vécu des situations un petit peu particulières et qui avaient raison contre tout le monde, bah, quelque part un peu de recul et puis un peu d'ouverture d'esprit. Mais bon, c'est peut-être pas Mais, toujours le cas, effectivement. je te rejoins complètement là-dessus. Je pense que les qualités d'un scientifique, c'est la curiosité intellectuelle, c'est l'ouverture d'esprit et c'est l'humilité. Je retrouve aucun des trois. Je ne dis pas qu'ils sont Non, tous non, comme ça, je ne vais pas mettre les gens dans le même panier,
mais c'est l'image que me renvoient les scientifiques. Et malheureusement, pourtant, Dieu sait si la science nous a apporté des bienfaits. Donc, c'est très dommageable, et c'est ce qu'on observe un petit peu aussi avec le Covid. Je ne veux pas faire de la polémique ou de la politique, mais c'est vrai que les politiques ont beaucoup cédé aux scientifiques, parce que c'est les scientifiques qui détiennent cette expertise sur les virus. Et enfin, moi, j'ai observé quand même un certain nombre de dérapages. Alors, évidemment, ils ne sont pas infaillibles, les scientifiques, mais j'aurais attendu un tout petit peu plus de retenue. Dire, nous, scientifiques, on peut se tromper. Ça ne mange pas de pain de le dire, tu vois. Et sur les ovnis, c'est la même chose. Ils peuvent dire, on peut se tromper ou on sait tromper. Tu les entends souvent dire qu'ils se trompent? Ah bah en ce moment, non. Et même quand ils se trompent, ils ne se sont pas trompés. Hein, bah voilà, ils se sont pas trompés. Alors, justement, on va peut-être justement finir cet entretien. RR5 et science. Si demain, tu avais un panel de scientifiques assez ouverts d'esprit qui viennent te voir en disant, bon, monsieur Bonvin, nous, on veut étudier le phénomène, on veut le mesurer, on veut essayer d'avancer. Qu'est-ce que tu penses qu'il serait possible de faire? Qu'est-ce qui permettrait de faire avancer la recherche sur les RR5? L'intérêt de la RR5, c'est que tout un chacun peut l'expérimenter. Voilà, ça me rappelle une anecdote. Vu que j'enseigne la vision à distance, j'ai un bon ami qui a travaillé à la NASA, qui a travaillé lui-même au Stanford Research Institute, donc l'institut dans lequel ils ont développé le protocole, qui a lu mon livre et qui était quand même très sceptique. Et il m'a dit, moi, je suis quand même étonné, j'y crois pas, ton truc, parce que c'est vraiment un rationalisme dans le mauvais sens du terme. J'y crois pas. Mais je suis quand même, j'ai un doute parce que pour que le Stanford Research Institute, pendant 20 ans, travaille là-dessus, c'est qu'il doit avoir quelque chose parce que c'est l'un des meilleurs instituts au monde de recherche. Donc, j'ai dit, écoute, ça tombe bien, c'est que c'est toi qui vas le faire, l'expérience. Donc, j'ai sélectionné une cible et je l'ai guidé le long du protocole. Il a fait les 3 premières étapes. Je lui ai demandé d'écrire de manière générale la consistance, la texture, les formes, les couleurs, la dimension, les émotions. On est passé au travers du protocole et je lui ai montré la cible. Et quand je lui ai montré la cible, il était en plein dedans. Il était en plein dedans. En fait, c'était, si tu veux, c'était un espèce de dispositif gonflable qu'on peut mettre sur l'eau, tu sais, au bord de mer. On met ça pour les enfants. Donc, en fait, c'est des toboggans gonflables et sur la mer. Donc, tu avais une plage, tu avais la mer. Et puis, lui, il avait décrit des termes. Il a mis des termes comme glissant, rouge, bleu. Il avait décrit les vagues. Il avait décrit des bruits d'enfants. En fait, il était en plein dedans. Il a reçu ça et puis, il ne savait plus quoi dire. Il était choqué. Et sur le moment, il a fait « Ouais, ok, intéressant ». Il est rentré chez lui. Et puis, 2 jours après, il me fait un compte-rendu et il essayait de trouver toutes les explications qu'il pouvait pour ne pas accepter l'expérience qu'il avait lui-même vécue. Alors d'abord, il m'a dit « Ouais, mais peut-être que tu avais préparé plusieurs enveloppes, parce qu'à la fin, je donne une enveloppe et je ouvre la cible, je montre la cible. » Ça commence par la faute, quoi. J'aurais préparé plusieurs enveloppes en douce, puis en fonction de ce qu'il avait mis sur le papier, j'aurais sorti la bonne enveloppe. Bon, ok. Il m'a dit « Ouais, c'est peut-être du hasard. Peut-être, on va refaire l'expérience. » Et il m'en a sorti 3 ou 4 comme ça. Tu vois, donc je ramène ça un petit peu à la RR5 et puis à l'ufologie de manière générale. Tu peux apporter toutes les preuves que tu veux. Tu peux amener les gens à expérimenter par eux-mêmes. Et bien, même comme ça, les gens, ils vont réussir. Enfin, les gens, je veux dire, on peut encore te dire que, eh bien, non, ça n'existe pas, ou ça ne fonctionne pas, ou que sais-je. Donc, je n'ai pas vraiment de réponse à te donner, mais je dirais l'intérêt des rencontres rapprochées du 5e type, c'est que la personne, là aussi, peut expérimenter par elle-même. Et puis, si ça marche, tant mieux. Et puis, si ça ne marche pas, comme je disais, il y a plein de valeurs positives. Derrière la rencontre rapprochée du 5e type, il y a des valeurs de bienveillance, de fraternité, de respect, de tolérance. Et puis, ça permet aussi de faire de la méditation, ce qui est pas mal aussi. De toute façon, il y a des bienfaits. Même si tu n'arrives pas à l'RR5, tu as fait de la méditation et c'est très bon pour l'esprit et le corps. On est bien d'accord, effectivement. Ouais, c'est vrai que
Alors, on va faire une petite boucle, une petite parabole, puisque en postface, c'est Nicolas Dumont qui t'a fait la postface. Alors Nicolas Dumont, qui a travaillé sur le cerveau et qui a sorti lui aussi un nouveau livre qui s'appelle Clinique des abductions. Et justement, on va avoir le plaisir de l'avoir bientôt en émission. Alors, RR5, abduction, est-ce qu'il y a des parallèles à faire parce que John Mack disait que le phénomène des abductions, malgré ce que pouvaient ressentir au départ les abductés, bah, que c'était pas spécialement toujours, comment dire, c'était parfois volontaire, en fait, au final. Okay. L'abducté, en fait, acceptait de se faire enlever, et ça faisait partie d'un process d'évolution, en fait. Parce qu'on est, bon, mais déjà, j'aime beaucoup Nicolas. D'un point de vue humain et d'un point de vue de ce qu'il fait, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Il fait partie du CERO, donc il vient en aide aux gens qui vivent ces expériences et il a une lecture qui est très proche de la mienne de ces phénomènes. C'est-à-dire que pour lui, le phénomène n'est pas doté de mauvaises intentions. C'est-à-dire qu'on a eu, depuis une trentaine d'années, tout ce discours sur d'horribles extraterrestres, en général les gris, qui enlèvent des humains contre leur gré et qui leur font subir des expériences physiques et psychologiques absolument intenables, très traumatisantes, afin d'exploiter la race humaine et nous envahir. Je te fais un résumé un peu grossier des thèses de John Mack, de Bud Hopkins ou de David Jacobs. David Jacobs, ouais, les hybridations, ils sont parmi nous, enfin voilà, ouais, ça va assez loin. Et ce qui est assez marrant, c'est que son livre qui s'appelle The Threat, donc la menace, qui a été traduit, je crois, récemment, je l'avais lu quand il venait de sortir, et il est sorti il y a un petit moment, il y a une vingtaine d'années, j'étais en Australie à l'époque, durant une vague d'ovnis d'ailleurs, pour l'anecdote. Et en fait, j'ai trouvé que c'était super divertissant, son livre. Et je me suis dit, bah, en fait, l'idée c'était qu'ils sont en train de créer une race hybride, donc moitié extraterrestre, moitié humaine, pour venir nous envahir. Bon, j'attends toujours l'invasion, ça fait 20 ans, mais bon, il ne faut pas désespérer. Nous sommes là. Non, mais voilà, c'est un bon scénario de science-fiction, je trouve ça très sympa. Oui, voilà. Oui, probablement profondeur. Le problème, ça ne reflète pas du tout le vécu des gens qui vivent ces expériences. J'en parle dans mon livre, tu as pu voir l'étude de Free, donc fondation dirigée par feu Edgar Mitchell, mais qui réunit des PhD, donc des doctorats, des gens quand même avec un pédigré très intéressant. Ils ont fait cette étude, je crois qu'ils l'ont lancée en 2013, mais je dis peut-être une bêtise, sur plusieurs années auprès de plus de 3000 experiencers. On leur disait, mais comment est-ce que vous vivez non seulement les phénomènes d'enlèvement, mais toutes les modalités de contact qu'on peut trouver. Parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les enlèvements. Dans 80% des cas, je crois que c'est dans 78% des cas, l'expérience est vécue comme étant quelque chose de positif et les gens, même les experiencers, souhaitent que ça se répète. Donc, en fait, on est très loin du discours hollywoodien de menaces et de méchants extraterrestres qui cherchent à nous envahir et à nous annihiler et nous exploiter. Après, sur le phénomène des enlèvements, moi, j'ai pu m'entretenir avec des enlevés. Effectivement, au début, c'est extrêmement traumatisant. Je ne veux pas le nier. Le fait d'être sans ressources et sans défense face à ce phénomène fait qu'on a un sentiment d'impuissance qui est tout à fait légitime et je pense que ça ne doit pas être très drôle à vivre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, il y a un processus d'intégration psychologique qui se développe et que la personne, parce que ce phénomène d'enlèvement s'étale en général sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, voire plusieurs générations. Ce que j'allais dire, voire plusieurs générations. L'expérience est intégrée et il en ressort après une transformation. C'est pour ça que j'aime bien parler de chamanisation des enlevés ou des experiencers, c'est-à-dire qu'on sait que le chaman doit vivre par un processus souvent pas très drôle afin de se transformer et devenir au service de sa communauté, souvent doté de pouvoirs psychiques ou paranormaux. Et c'est exactement ce qui arrive avec les abductés, c'est-à-dire qu'ils passent par ce processus pas drôle pour, si on veut retrouver ou trouver une nouvelle identité, être un peu à la marge de la société, c'est vrai,
mais ensuite se mettre au service de cette communauté avec des nouvelles valeurs. Donc, au final, sur le temps long, la transformation est positive, mais sur le temps court, c'est traumatisant. Donc, je pense qu'il faut prendre beaucoup de recul sur ce phénomène pour pouvoir, je dirais, mesurer ses effets. Voilà. Et dans nos sociétés actuelles, le temps long, effectivement, hélas, ne compte pas beaucoup et c'est tout le temps court, quoi. On est dans une société de rendement, de rentabilité, de performance, et puis les gens ont tendance, de manière générale, à avoir la mémoire assez courte, moi compris, hein, je ne dis pas que je suis meilleur qu'un autre. Oui. Donc, on arrive dans ce type de phénomène, effectivement. Ouais. Et puis, pour enfoncer un peu le clou sur Bob Hopkins et puis sur David Jacobs, il faut dire que ce sont des gens qui procèdent beaucoup par la régression hypnotique pour recueillir les témoignages. Et on sait que avec ses limites, ouais. Extrêmement tendancieux et voire dangereux parce qu'on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui en fonction de ses présupposés, de ses croyances. Ce qui est intéressant avec l'expérience de Free, c'est qu'ils n'ont pas eu recours à la régression hypnotique. Ce sont des gens qui ont répondu à un sondage, donc en état de conscience normal sans être hypnotisés. Donc, on n'a pas cette influence qui s'exerce. Donc, on a, à mon avis, des données et des informations qui sont beaucoup plus fiables. Voilà. Bon, enfin, on en revient à ce qu'on disait au départ. De toute façon, il vaut mieux toujours anticiper ou provoquer les choses que les subir. Mais comme tu le disais aussi, quand on provoque les choses, vaut mieux être clair sur ce qu'on veut réellement, quoi. Encore une fois. Pascal. T'as tout résumé. Encore une fois. Mais c'est comme ça dans la vie générale. Hein. On soyez dit sûr de ce que vous voulez. Tu sais, provoque ta chance, qui ne tente rien à rien. C'est pour ça que la loi de l'attraction est intéressante, parce qu'elle dit, oui, il faut uniquement penser qu'on a ci, qu'on a ça, et ça va venir. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut aussi inscrire l'intention dans le réel par l'action. Ça ne suffit pas de penser, il faut agir. Et ce que j'aime bien dire, on juge un homme à ses actes. La magie. C'est vrai, au final, ce qui compte, si on veut vivre dans un monde meilleur, on doit agir. Ouais, effectivement. En tout cas, moi, alors, ils sont là, hein, regarde, tu vois. Là, j'ai. C'est une partie de ma collection. Mais ça, c'est 3 livres quand même qui comptent dans ma collection, je peux te le dire. Donc, OVNI et Conscience, La science de l'intuition et OVNI et Conscience 2. Et puis, si j'ai bien compris, je vais avoir un nouvel OVNI et Conscience qui viendra compléter cette collection de livres, effectivement. Bon, on va suivre ça, effectivement, parce que ça va être un bel événement encore. Écoute, moi, Fabrice, il me reste à te remercier d'avoir passé ce moment avec moi, avec nous. C'était réellement passionnant, très honnêtement. Voilà, donc j'espère que si vous ne connaissiez pas le travail de Fabrice, ça vous a donné envie d'aller lire ses livres et puis aussi, au-delà de la lecture des livres, d'aller expérimenter. Alors, juste, on va finir là-dessus. Comment on peut faire pour te contacter, pour rentrer dans des groupes? Comment ça peut se passer? Génial, j'allais justement y venir, c'est très bien. Ouais, moi, ce qui m'importe, c'est, encore une fois, je le disais en début d'entretien, c'est qu'on expérimente, en fait, que les gens expérimentent par eux-mêmes. Parce que je pense que ce protocole participe à développer un sens de spiritualité. Peut-être le mot est un peu exagéré, de par ne serait-ce que la méditation. Et je pense que la spiritualité doit se vivre. En fait, on n'est pas dans le dogme. Le dogme, c'est plutôt la religion. Là, on est vraiment dans quelque chose de vivant qu'on doit expérimenter par soi-même. Donc, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle MECACE, donc M-E-C-A-C-E. M-E-C-A-C-E, oui, voilà, c'est ça. En tout cas, je suis dedans. Oui, non, voilà, oui, c'est ça, oui. Donc, mouvement pour les expériences de conscience augmentée pour le contact exogène, c'est ça. Et pour l'instant, le groupe a été créé il y a 1 mois. On échange sur nos expériences parce que beaucoup d'inscrits ont déjà vécu des expériences en lien avec le phénomène OVNI. L'idée, et j'y travaille avec mon ami Najib Kari, tu connais peut-être, de OVNI Direct, c'est de créer une plateforme qui permet 3 choses, grosso modo. Une première chose, c'est que les experiencers puissent documenter ce qu'ils ont fait sous forme de photos, sous forme de vidéos, qui puissent aussi planifier la RR5
parce que moi, je vais en organiser une le mois prochain ici à Genève, mais bon, ça te fait une belle jambe si tu habites à Marseille ou en Bretagne. Donc, l'idée, c'est que localement, des groupes se créent et s'unissent, ils déploient les protocoles. Donc, planification pour le deuxième élément. Le troisième élément, ça sera de vous donner des outils. Alors, pas forcément le livre en entier sur le site. Je crois que Jean-Michel ne sera pas très content. Mais l'idée, c'est de donner déjà quelques lignes conductrices. Il y aura peut-être des checklists, il y aura peut-être des conseils. C'est vraiment de vous aider aussi à préparer les RR5. Donc, planifier, se préparer, documenter de manière le plus simple possible pour passer à l'action. Et après, on se retrouve génial, effectivement. Pardon ? Il y a un effet d'émulation, effectivement, parce que si chacun met la sienne et explique un protocole qui a bien fonctionné avec lui, et puis surtout, c'est un peu ce que tu disais aussi, ça peut permettre de créer des groupes assez homogènes, plutôt que de te retrouver dans un groupe qui te corresponde peut-être pas et qui fasse un petit peu capoter l'expérience quand même. Ouais, absolument. Et puis, par affinité aussi, par intérêt. Et puis, c'est comme ça que fonctionne la science pour moi. Elle doit être participative. Voilà, on peut des scientifiques en herbe, pas besoin d'avoir étudié la physique nucléaire. On peut tous expérimenter. Voilà, je trouve ça sympa. Ça participe à la démocratisation de la science. Ouais, on est bien d'accord. C'est comme ça que ça doit. Enfin, c'est comme ça que ça devrait se passer, effectivement. En tout cas, sur ces domaines aussi précurseurs et voilà. Donc, moi, je trouve ça génial. Écoute, Fabrice, je te remercie vraiment de cet entretien. Et puis, de toute façon, on va se retrouver bientôt. Moi, si pour la sortie d'OVNI et Conscience, si vous voulez faire une réunion groupée, moi, je suis preneur. Ce sera avec grand plaisir qu'on retrouvera certains noms du livre OVNI et Conscience. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas. OVNI et Science, volume 2, vous pouvez aller sur le site directement de JMG pour le commander, puisqu'il est sorti. Il est sorti le 12 mai. Donc, surtout, n'hésitez pas. Puis comme ça, vous verrez tout le catalogue de JMG. Vous allez voir, il y a quand même tout ce qu'il faut pour passer des bons moments et se documenter. Fabrice, je te souhaite une très bonne fin de journée. Merci Pascal, toi aussi. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.